It's my pleasure and honor to introduce Dr. Dolly Dastoor, who has devoted her entire life to serve this cause, the fight against Alzheimer's disease. She will introduce the three speakers that make me also extremely honored. So they are international caliber individuals who will be sharing with us their visions about the disease and what are the most important aspects that we have to reflect today. Dr. Dastoor, would you please? Thank you, Dr. President. Bonjour, mesdames et messieurs. Il me fait un grand plaisir pour vous souhaiter ce matin et dire bienvenue à notre symposium au nom de le Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de University McGill, the McGill University Research Center for Studies in Aging. We are celebrating and recognizing Alzheimer's Day a week in advance, as we realize that there are several events going on in Montreal on September 21st to recognize this day. And we wanted to give all of you an opportunity to attend the various events. As Dr. Rosanetto mentioned, my name is Dolly Dastoor, and I'm the chair of the Education Committee of the McGill Center, which was established in 1996. The committee's objectives are identifying education needs of healthcare providers, senior caregivers, the public, and developing responses to meet some of these needs. 2, enhancing the image of the aging process by addressing stereotypes and myths about aging. And 3, dissemination of research on aging. In 2007, the Education Committee established the Brainy Boomer lecture series, Les Boomers Brillants, to support its objectives, raise awareness, and educate the committee at large. The goal of these series is to suggest and initiate practical steps to improve brain health, to prevent the other age-related disorders, as well as to promote healthy lifestyle choices amongst the most populous generation of the history, the elderly. Today, in recognition of the World Alzheimer's Day on September 21st, we are reflecting on progress of the Global Action Plan, which was established by WHO 6 years ago in 2017, and which was to be achieved in 2025, 2 years from now. But the progress has been woefully off track for several years and very disappointing by national governments. The Global Action Plan was developed by WHO to tackle the challenge that dementia poses to healthcare systems, communities, and families worldwide. 7 action areas which were outlined are dementia as a public health priority, awareness and friendliness, risk reduction, diagnosis, treatment, care and support, support for caregivers, information systems for dementia, and research and innovation. Because of the exponential rise in dementia cases worldwide, prioritization of dementia in public health is crucial. About 57 million individuals were living with dementia in 2019, and this number is predicted to rise to 153 million cases by 2050. From Plan to Action for Impact 6, a report from Alzheimer's Disease International, ADI, released to coincide with the 76th World Assembly in May 2023, highlights the dire situation, and ADI are calling on WHO to extend the deadline by 4 years to 2029. National governments must use of this extension to accelerate the work that still needs to be done for reaching the Global Action Plan. A key target of the Global Action Plan is for at least 3/4 of the 194 member states to develop a national plan for dementia by 2025. However, according to the latest ADI report, only 39 states, that is only 1/5 of the total, have produced a national action plan. The lack of this producing plans is disappointing, and ADI believes this key initial target is now unattainable. Our keynote speaker, Madame Barbarino, will tell us more about it. Encouraging progress has taken place in dementia research over the past few decades.
Disease-modifying treatments are now a tangible prospect of people with dementia, Alzheimer's disease. In clinical trials, anti-amyloid antibodies removed amyloid from the brain, and these drugs might slow cognitive decline in some individuals. Further breakthroughs included the identification of biomarkers and the use in diagnostic criteria. The ADI report highlights another reason for national governments to act quickly on dementia to take advantage of these scientific breakthroughs. But healthcare systems in the worldwide are unprepared for these breakthroughs and urgently need strengthening. For low-income and middle-income countries, this necessary work is even more challenging because healthcare systems can be fragmented across rural and urban areas. The ADI report outlines several areas in which government action is needed to achieve the goals and encourages states that small steps could be better than doing nothing at all. For example, it suggests that countries without a national dementia plan could instead focus on different key targets within the action plan. For example, enacting legislation that helps carers by allowing them time off or running a public health awareness campaign for risk reduction. But governments must not be complacent, and immediate steps, however small, need to be taken to tackle dementia to meet the needs of families, communities, and healthcare systems around the world. It is with great pleasure and privilege that I introduce to you our first speaker, Madame Paola Barberino, the CEO of Alzheimer's Disease International. It is a great honor that she has taken time out of her busy schedule, especially a week before the World Alzheimer's Day, September 21st, to speak at our seminar and give us an overview and update of events around the world. Madame Barberino is CEO of Alzheimer's Disease International. Prior to this, she was CEO of Life and occupied senior positions with Cass Business School, Tate, British Library, and IIED. She's a board member of the World Dementia Council, a trustee of the Postal Museum of Lauderdale House. Previously, she was a non-executive director of the Non-Communicable Diseases Alliance, a trustee of Shelter, the Housing Homelessness Charity of MLA London. She holds a degree cum laude in classics from Federico El Napoli University, an MA in Field and Analytic Techniques in Archaeology, and an MA in Library and Information Science, both from the University of College London. We are most privileged to have her with us this morning, and she will speak to us about the progress of the Global Action Plan 2017 to 2025. Madam Barberino, the floor is all yours. Please take it away. Thank you. Thank you so much, Dolly. What a fantastic introduction, and so much explaining about our latest Plan to Impact report. Now, I know that Kyla very kindly will be changing slides for me, and so I'll ask her to start with my first one. But in the meantime, I just would like to thank all of you that are following this webinar. I know that those of you that are following the webinar are also probably volunteering in all kinds of things at McGill. And McGill has been an incredible partner of ADI, and we are extremely proud that McGill, led by Pedro and by Serge Gauthier, who will speak after me, have been behind our World Alzheimer's Report in 2021 and 2022. Alors, simplement, bonjour à tous. Je suis désolée que je parlerai en anglais, mais il n'y a pas de temps pour moi pour traduire mes diapos. Si vous avez des questions en français, tant bien, je les parle normalement, mais je trouve un petit peu difficile de changer d'un à l'autre quand je présente en public. Et comme ça, je commencerai ma présentation en anglais. Merci. So the title of this presentation really filled me with joy. The word celebrating, I mean, we really have to celebrate World Alzheimer's Day. It has not been something easy to get. It's something that we've been fighting for. And I'll try and explain into my presentation how we are where we are, because how we are where we are is not an easy thing to explain in general. So next slide, please. Let me tell you about ADI, because some of you will not know who we are. I
don't know if you can see the slide right now, perhaps it's just coming up. But ADI is an organization that was founded in 1984. We are the International Global Organization for Alzheimer's and Dementia. And what you have to think that in 1984, we had to fund an international one, because there wasn't any. So if you think that Alzheimer's and cancer were discovered as diseases pretty much at the same time, the cancer movement got itself organized in the 1930s, founding the equivalent of ADIs in the 1930s, but we only got funded in 1984. And this is because the stigma surrounding dementia, surrounding Alzheimer's, is and was still enormous. So we still have massive issues about people understanding it. And that is why we need to celebrate World Alzheimer's Month, because this is our awareness raising campaign. It's something we created. We are an umbrella organization that represents 105 Alzheimer and Dementia Associations around the world. This includes the Alzheimer's Society of Canada, but it includes also very little nations where governments are still completely in denial about Alzheimer even existing, about the care for seniors being a priority. So it's about equity, and it's about inclusivity, and it's about justice, Alzheimer's Disease International, but more than everything else is about solidarity. We help each other. We make sure that what is learned in larger countries is given to those that cannot find out for themselves what's happened. And then together, we try and have a stronger voice. We represent our members and you, everybody that does anything around Alzheimer's and dementia, at the WHO, at the United Nations, at the OECD, at the G7, at the G20, and so on and so forth. And we promote World Alzheimer's Month. So we created World Alzheimer's Month. We decided on the 21st of September. I believe it was because nobody else was doing one that big in the 21st of September, because you have to compete even for the dates. And we published the World Alzheimer Report and many other reports like the one that Dolly mentioned earlier. But our vision is prevention, care, and inclusion today, because a cure may come tomorrow, and people like Serge, like Pedro, like McGill in general are looking for that. But whilst we are looking for that, we all believe that we need not to forget that care, inclusivity, prevention are still extremely important element of our work. Next slide, please. So I said we were established in 1984. As you can see from the first triangle, the US, the UK, Canada, and Australia, the richest organization at the time and the largest, decided that there was a need for international representation and effectively got together, and ADI was born. But then ADI was on its own, and in the first 20 years of its existence, the priority was to build a network that then allowed us to ask for official representation at the WHO and the UN. We are what is called a non-state actor. And that status, which is quite difficult to obtain and definitely difficult to maintain, allows me to write to government around the world and ask for action. But only allows me to do that if I have an international instruments that they have signed that allows me to do that. And this is why the GDAP at the top of the triangle is so important. In the 10 years before 2017, ADI advocated with WHO that dementia was a complex disease. It didn't just touch health, it also touched other areas, welfare, pensions, society at large, and it required its own global action plan. It's very rare for the WHO to grant that wish, so it's a real incredible achievement of ADI to do that. The fact that all countries approved it in 2017, it means that they signed it. And so it means I can write to any Minister of Health whenever I want and say, what are you doing about it? That's important, it's useful, but it still doesn't mean that they're going to do something about it, because even if they signed it, politicians, as you know, change all the time. You yourself in Canada have changed health minister just recently. I met one at the G7 in Nagasaki in May, and now you have another one.
And so for us to have that discourse, to continue the conversation, we do need to have a signed piece of paper somewhere that we can question governments with. Once we had the Global Dementia Action Plan in 2017, we did not believe that governments would rush to do anything about dementia. And so we did a number of things. We increased our multilateral presence. We started dialoguing with more people than just the WHO. We created an ambassador program, senior people around the world that really believe in what we do and want to help. We added Queen Sofia of Spain, Queen Silvia of Sweden. We just added Princess Mona from Jordan. We have the former president of Costa Rica. We are trying to get someone from each continent to help us advocate at the highest level. We strengthen our relationship with regional networks, but more than anything else, we have been working with our members to try and understand their healthcare systems and try to see what can be done to develop a national level action plan. Dolly said that right now, because we know that the WHO is so late and the governments are so late on the plan, on the development of plans, we are trying to find smaller things that government can start doing, because you have to start from somewhere. And we started also to publish the Plan to Impact report that Dolly has mentioned in 2018. So now we are at year 6, and year on year, we've been monitoring if what the government says they're doing is what actually people in the streets are feeling. And the two things, as you can imagine quite easily, have not always overlapped. But right now, and this is where the big globe comes around, I've come to the conclusion that only by creating a movement of citizens that demand for change, we will obtain change. Because alas, this is the only thing that politicians hear. And so right now, World Alzheimer's Month is becoming a real instrument in our hands. We are counting how many people use our hashtags, how many people participate in World Alzheimer's Month, because that number in itself has become significant in multilateral fora. If people know that there are millions of people behind this campaign, then they know that there will be millions of citizens that want to demand a change. And that is very, very important. But can I ask you for the next slide? Just to remind you, and Dolly talked about it earlier, every 3 seconds, someone in the world develops dementia. It will be a 2.8 trillion disease by 2030, and we are predicting the rise to go from 55 to 139 million. Now, make no mistakes. When we started working on this data, and this was in 2010, there was no data. Nobody was collecting the data. Nobody was actually in any kind of knowledge about how many people there were living with dementia. And this required a massive effort also in collecting the statistical data that then informed the first publication around it. Indeed, in 2017, the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, published a report in which it highlighted very clearly that in all OECD organizations, dementia was very infrequently recorded as the cause of death of a person. Often it was other comorbidities that took priorities, but not dementia. And this has now started to change. And now, and I will tell you later some of the latest amazing facts that we are discovering. One government actually started recording deaths from dementia, sadly. Now, next slide, please. I will not spend a lot of time on next slide because Dolly has mentioned the 7 areas of the Global Dementia Action Plan. Here you can see a picture of those areas and of the original plan and of Plan to Impact. This is the 6th edition, but this publication that every year we publish to make sure that the WHO and national governments are toeing the line. But next slide, please. The point is, why do we go on and on and on about national dementia plans? Because national dementia plans are absolutely critical to get budgets. So beside this slide I've got in front of you, you don't get a budget, you don't ring fence a budget unless you have a plan approved by your parliament.
And that usually requires the agreement of more than one ministry. So it's a difficult process. But if you don't have a budget, the moment the government changes and you have another government, they can easily renege on any piece of paper they've written if there is no budget attached to it. They renege sometimes even with budgets, and we've seen that happen. But generally speaking, if there is a budget, then will be a department of people is much harder to undo. And at the moment, what we also need is, because there is a desperate need for diagnostic and post-diagnostic support. At the moment, there are new therapies that are coming onto the market. There will be a need for people to have confirmatory diagnosis. And that need will need a government to think about whether they have enough people to do those scans, enough people to interpret those scans. But as we demonstrated in the 2019 World Alzheimer Report, which was on attitude to dementia, this is a big societal problem, because we found out that 62% of doctors and nurses actually still believe that dementia is not caused by a disease, but is caused by normal aging. So if that's the problem, then you can imagine they're not going to send the people for diagnosis because they don't believe it's a disease. And at that point, those people will not have access to therapy, and so on and so forth. So we are having some big stumbling blocks here. The national dementia plans are useful for awareness raising to combat stigma. Some nations that have done very successful plans, like South Korea, they've actually done inclusivity plans which are government-led, and that's when things are really changing. In developing countries, the training of healthcare professionals is becoming a huge issue. And it's becoming a huge issue also in developed countries, especially after COVID. People are not traveling so much anymore. People are not entering the healthcare professions. And in dementia healthcare in particular, a lot of reliance was on carers coming from lower and middle income countries, which now have got duties of care in their own country and can work there. When I went to Asia, in the Philippines in November, talking at the Asian Development Bank, that's all they wanted to talk about, because these movements of people create massive changes in the GDP of countries, and dementia is becoming a huge issue everywhere in the world. Risk reduction, I'll tell you a bit more later. This is the theme of this current World Alzheimer's Month. But also the national dementia plans are important because they prompt the government to track prevalence and incidence. There may be trends that are really important. We are not picking them up. And finally, as I said, the preparation for a drug breakthrough. Next slide, please. So here is a snapshot of the national dementia plans. So as you can see, the north of the world tend to have plans. The south of the world has a lot less plans. So the situation of inequality, if you wish, and lack of access is still very much the same. And there has been very little progress, as Dolly pointed out, on that. If we take the next slide, that gives you a spotlight on the region of PAHO, the Pan American Health Organization region of WHO. So that is next slide, please. 8 countries in PAHO have national dementia plans, although they are not all sufficiently funded or operational. And 7 countries are developing a national dementia plan. As you can see, there is a lot of gaps. And what we are using here is a Mercator projection that makes the north of the world look much bigger than the south, and is not really quite correct. Next slide, please. And let's put a spotlight on Canada. There are an estimate of just under 600,000 people expected to be living in Canada with dementia in 2020. The figure is expected to rise to just under 1 million by 2030. And Canada does have a national dementia plan, but it has not been fully communicated. So the national dementia plan was created, is quite detailed, but is not necessarily trickled down in local healthcare settings. And this is a problem because, again, governments can have a diktat from above, but you really need to make sure that this trickles down, because the stigma, because the attitude to dementia is our bigger challenge here. We need to change the way that people see dementia. So that's why the work of the Aging Center at McGill is so important. The work that all of you are doing is so critical. Now, let me go back to the next slide and a second to the Global Action Plan. So every year for World Alzheimer's Month,
we focus on one or two areas of the plan. This year we are focusing on awareness and friendliness and on risk reduction. So next slide, please. And the World Alzheimer Report will be on risk reduction. As you know, every September is a whole month of Alzheimer activities like today. And it's the 12th year that we do it. We translate World Alzheimer Month in many, many, many languages, thanks to the incredible work of our wonderful members. And here you see a selection of campaign materials from the last 12 years. Next slide, please. So as I say, the theme for 2023 is risk reduction. I cannot show you yet the cover of the World Alzheimer's Report, but it's coming very soon. And the theme of this year is that evidence suggests that up to 40% of cases of dementia can be delayed or reduced by focusing on just 12 modifiable risk factors. Although I have to say, and I'll talk about it later, some of those risk factors cannot be modified by us, individuals, but they require policy changes. Through this year's World Alzheimer's Month campaign and through the report, we are trying to raise awareness and provide recommendations on practical things governments and people can do to reduce the risk. The hashtags, which I encourage you to use because that will make us able to count how many people are doing the campaign, are never too late, never too early. Next slide, please. Okay, so let's take a step back. Remember when I was telling you that governments weren't recording the cause of death? So most recently, we've been looking at this. We've been really looking at this in great detail because some countries have started recording dementia as a cause of death. And look what's happening. So in 3 countries which are recording it properly, the UK, Finland, and Holland, is now the first cause of death. It's the second cause of death in 20 other countries, top 5 in 38, top 10 in 72. And you can see these figures sadly going bigger and bigger as countries start recording dementia as a cause of death, which they haven't been doing before. So the scale of the problem is getting bigger and bigger, and we know the tip of the iceberg and not everything. So pay attention to what we're doing in the next 3 months, because we are aiming to write a lot more about this, because we think there is a real imbalance in the way that governments are not looking at dementia mortality in the same way that they look at other non-communicable diseases. And I don't know why, but this is just happening. Next slide, please. So let me go back to the risk reduction factors. So the 12 risk reduction factors are quite well known: physical inactivity, smoking, excessive alcohol consumption, air pollution, head injury, infrequent social contact, less education, obesity, hypertension, diabetes, depression, and hearing impairment. Some of them are in common with some other non-communicable diseases. Others, like infrequent social contacts, for example, are definitely much more typical of dementia. Some of them, like less education and air pollution, are not about me deciding whether I want to have more education or whether I can do anything about the air pollution, but they require governments to take decisions about that. And we are still formulating ways to approach governments about this. Recently, I was in Jordan, for example, and I went to meet the education minister because this is a big issue. You know, if people don't have access to education, they don't even stand the chance from the start. In certain other settings, like high-income country where people receive hearing aid, you see a lot of elderly people having hearing aids but not using them. So what is the problem there, and how can we persuade people to actually wear hearing aids and reduce the risk of further cognitive deterioration or developing dementia in the first place? So if you follow what we do this month, but critically, if you will read the World Alzheimer Report that comes out on the 21st this month, you will see that we are making very practical recommendations. It's not an academic report this year, it's a journalist-written report. It's aimed to be read by ministry all over the world for policy to change. A lot of it came from a discussion I had with the 3 of the main risk reduction for dementia researcher and
academic professors who were asking me, we know that there are these 12 things that people can do. Why are the government not picking it up? So this report is in a way in answer to that question. We are trying to do something practical for government to pick up. There are a lot of other things that I could tell you about this. Obviously, we've been working for a year, so I hope some of it will come out in the Q&A. I'll move on because I know that we got quite a few speakers. So next slide is about the World Alzheimer Report. This is just to remind you that there is a wealth of information that you can consult on all things that have to do with dementia. That's what the World Alzheimer's Report is about. And World Alzheimer's Report are written to last 10 years, even more, are written to become the definite Bible on everything that has to be said about something. And then we'll write it again. The last time we wrote about risk reduction was in 2014. So now, about 9 years later, we have to write about it differently. Okay, then next slide, please. If you want to know about the World Alzheimer Report 2023, I know I am allowed to show you the cover. That is the cover. And it's quite a wonderful cover, I think, to illustrate how you can keep healthy well into your 60s. Although I'm not suggesting everybody does surfing. I, for example, have a very bad knee, so I would be terrible on a surfboard and probably end up in hospital. But anyway, if you want to read or listen to the webinar, this is the QR code that will bring you straight there and you can register. And next slide, please. This is where you can find what we are doing and tag on to our social media. Remember to tag those headlines. Remember to be part of the movement. There isn't many of us that are interested and care about dementia and Alzheimer. There's only a handful of thousands of us in the world. If we don't create a movement together, it isn't going to happen. And governments are not going to do anything about the Global Action Plan for Dementia. So I count on you joining the movement and doing something with us if you're not doing it already. And I give back the floor to Dolly to introduce the next speaker. And I thank you immensely for giving me this opportunity to tell you a bit more about the history of why we are doing what we are doing. Thank you very much, Madame Barberino. This was an excellent, excellent presentation, giving us an overview of what's happening in the world and what ADI is doing for that. And as you say, unless we do something about it, the governments are not going to move. So it's up to us, local societies, national societies, to pressure our governments. If you have any questions, please write them in the chat box and Madame Barberino will answer them, or we will try to answer them at the end of the session, okay? So thank you once again. And I cannot thank you enough for taking time off to come and join us here today. We've been wanting this view to have you with us so many years, but now we finally managed. Good, thank you. Our next speaker is Dr. Serge Gauthier. He's not here with us today because he's flying somewhere over the Atlantic. He's coming back to Montreal, but I would like to introduce him to you. He was the author of, one of the co-authors of the last 2 Alzheimer reports. So, Dr. Gauthier, Professor Gauthier, émérite en neurologie et en psychiatrie, Université de Montréal. Ses études médicales à l'Université de Montréal, résidence en neurologie à l'Université McGill, stage postdoctoral et recherche au laboratoire au professeur Theodore Surks, Allen Memorial Institute Montréal, plein temps géographique à l'hôpital neurologique de Montréal, puis directeur du Centre McGill Études sur le vieillissement, titulaire d'une chaire de recherche au programme de l'Institut canadien pour la recherche de santé et du R&D, professeur titulaire au département neurologie, neurochirurgie, de psychiatrie, de médecin, actuellement professeur émérite en neurologie et en psychiatrie à l'Université McGill. Les contributions à la recherche incluent préparation de devis et l'exécution d'essais cliniques randomisés et un vue établi, effectué et la sécurité employée d'inhibiteurs de cholinesterase, d'agonistes de muscarinique et la mémentine et les molécules pouvant modifier la progression de la maladie Alzheimer en monothérapie et en combination. Il est publié 740 articles, 34 livres et index 127. Intérêt particulier pour une approche consensuelle
pour la prise en charge de maladie Alzheimer aux divers stades pour l'éthique de la recherche impliquant des personnes vulnérables et la prévention primaire des pertes cognitives associées au vieillissement. Ce matin, il parlera aujourd'hui à l'histoire naturelle à la maladie Alzheimer et de sa prise en charge, incluant le nouveau médicament qui modifie sa progression. Dr. Gauthier is a clinical neurologist specializing in the development of new tools for diagnosis and treatments for people living with Alzheimer's disease. He's the academic co-leader for the Dementia Education Program and Professor Emeritus Neurology and Psychiatry at McGill University. Dr. Gauthier was the director of the McGill University Research Center for Studies in Aging from 1986 to 1997. His accomplishments led him to being appointed to the Order of Canada in 2014, the National Order of Quebec in 2017. Dr. Gauthier, I hope you're listening to us over the Atlantic. So please, Kayla, can we have his slides? Bonjour, heureux de voir que vous êtes intéressé à participer à cette journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer. Je vais parler des nouvelles stratégies thérapeutiques pour la maladie d'Alzheimer. Voici les 4 thèmes que je vais développer dans ma courte présentation. Définir un nouveau terme pour plusieurs d'entre vous, les troubles neurocognitifs. C'est un terme qui remplace maintenant les mots démence et troubles neurocognitifs légers comme troubles cognitifs légers. Quelques mots sur la prise en charge globale actuelle avec les médicaments symptomatiques déjà disponibles au Canada et partout dans le monde. Et enfin, parler des nouveaux médicaments qui s'en viennent bientôt, qui modifient l'évolution de la maladie. C'est une première étape pour modifier une des causes de la maladie d'Alzheimer. Les troubles neurocognitifs, c'est un terme académique ou administratif qui est très populaire au Québec. C'est né d'une classification qui est décrite dans le DSM-5. Et c'est le terme utilisé dans les dossiers médicaux. Alors, si vous voyez les notes du médecin, un rapport de consultation, vous pourriez voir troubles neurocognitifs légers. Si vous avez des difficultés de mémoire ou de concentration, mais qui ne dérangent pas dans la vie de tous les jours, ou troubles neurocognitifs majeurs, qui est le nouveau terme pour démence, et ensuite, quelle est la cause probable ou définitive de démence. Alors, quelques illustrations des symptômes à travers la maladie, et ça va nous aider à préciser à quel moment on utilise les médicaments nouveaux, à quel stade. Pour ce qui est des changements d'humeur en début de maladie, ils sont pas très spécifiques. C'est souvent un peu d'impatience. On a une hésitation pour un mot, alors on a un retrait social, ou bien on est un peu irritable parce que quelqu'un est plus vite que nous pour prendre une décision. Et aussi, on a un déficit qu'on peut mesurer sur papier avec un test comme le MoCA. Habituellement, pour se rappeler des choses récentes, pour dessiner une horloge, pour dire rapidement des noms d'animaux, etc. Par la suite, 3 à 5 ans plus tard, certaines personnes qui avaient des troubles cognitifs légers vont progresser vers une démence. Et vous voyez avec la flèche verticale qui se déplace vers la droite, on a maintenant une atteinte fonctionnelle, c'est-à-dire que les troubles cognitifs comme mémoire, chercher ses mots, chercher sa direction, avoir des hésitations pour prendre des décisions, ça commence à affecter la vie de tous les jours et on peut vivre encore de façon autonome, mais avec un peu d'aide de quelqu'un de fiable. 2, 3 ans plus tard, ça progresse à un stade modéré où vous avez plus de besoin d'aide pour la vie de tous les jours, incluant quel linge porter quand il fait froid dehors, comment gérer des déplacements. Habituellement, on ne conduit plus l'auto seul à ce stade. Et on peut avoir des difficultés d'humeur et de comportement, surtout le soir, quand il fait noir, on n'est pas sûr où est-ce qu'on est, un peu comme quand on se réveille dans un hôtel, quand on voyage, où est-ce que je suis. Donc, c'est un stade un peu plus difficile avec les troubles de comportement qui émergent et parfois, il faut déménager dans un établissement ou un endroit avec de l'aide 24 heures par jour. Le stade sévère de démence, c'est celui où on commence à avoir un ralentissement moteur, on peut tomber plus facilement, on a de la difficulté à avaler. Donc,
À travers tous ces symptômes, le médecin et son équipe peuvent dire, ben, c'est probablement une démence. La cause probable est Alzheimer en fonction de l'âge, ou un peu de Parkinson mélangé s'il y a d'autres symptômes comme des hallucinations visuelles, ou une difficulté à la marche précoce, ça pourrait suggérer qu'il y a peut-être des petits accidents vasculaires cérébraux mélangés. Et plus on est vieux, comme 85 ans et plus, plus ce sont plusieurs causes communes qui vont causer les symptômes. Ce qui complique le traitement, dans un sens, parce que chaque personne est un peu différente, mais ça veut dire aussi que si on peut contrôler une des 3 ou 4 causes chez un individu, on peut l'aider. Alors, la prise en charge actuelle pour les troubles cognitifs légers, si vous êtes une personne de 65 ans et plus qui a besoin d'écrire tout, puis même avec ça, vous êtes un peu inquiet d'oublier quelque chose d'important, il faut consulter. Il y a de la prévention qu'on peut faire. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Il faut traiter bien votre diabète, vos facteurs de risque vasculaire, enlever les médicaments qui sont mauvais pour la mémoire. Puis il y en a plusieurs. Le pharmacien peut vous aider pour ça. Il n'y a pas de médicaments spécifiques pour ce stade des difficultés cognitives. Et il faut normalement avoir un suivi annuel parce que vous êtes plus à risque de progresser vers une démence. Un mot sur la prévention, parce que c'est le thème du World Alzheimer Report, dont Mme Paola Barbarino va vous parler aujourd'hui. C'est un rapport qui est publié une fois par année. Le Centre McGill a contribué au rapport précédent sur le diagnostic et sur la prise en charge. Cette année, c'est sur la prévention. Je voulais simplement souligner sur cette liste ici, au milieu, beaucoup de facteurs de risque modifiables. Par exemple, si vous avez des difficultés à entendre, allez voir, allez consulter pour ça. Si vous êtes un peu isolé, ben, briser l'isolement, faire partie d'un club de lecture plutôt que lire tout seul. Si vous avez un peu de surpoids, brûlez les calories, faites de l'exercice physique, etc. Donc, la prise en charge actuelle pour les gens qui ont une démence légère, modérée ou sévère, prévention toujours, comorbidité, des prescriptions comme on le fait pour les stades encore plus légers. Ensuite, il faut éduquer la famille et la personne avec symptômes sur les stades à venir, stades légers, modérés, sévères, et planifier d'avance pour les besoins par rapport aux finances, par rapport à la sécurité à la maison. Il y a des médicaments symptomatiques déjà disponibles depuis plusieurs années qu'on peut prescrire pour aider assez bien certains des symptômes d'attention, de concentration et d'humeur. Il faut un suivi avec une personne contact, idéalement un membre de l'équipe où le diagnostic a été posé et où le traitement a été initié. Maintenant, je vais vous illustrer 2 concepts, le concept de médicaments pour les symptômes et les médicaments nouveaux pour arrêter la progression. Ça, c'est un dessin qu'on avait fait dans les années 96, ça fait longtemps, où vous avez en rouge la courbe qui descend, c'est le pointage sur 30 points maximum, 0 minimum, pour une échelle de mesure que beaucoup de gens connaissent, le Mini Mental State Examination ou le test de Folstein, qu'on fait de routine dans toutes les cliniques. L'autre test que vous connaissez sûrement, c'est le MOOC, aussi sur 30 points. Alors, tout ça pour dire que la courbe en rouge illustre au fil des années, à travers les stades légers, modérés, sévères, il y a un déclin progressif sur cette échelle. Et la lettre A, ici, illustre, si on avait un médicament miracle ou une combinaison de médicaments miracles qui normalise tout, ce serait comme une guérison. Malheureusement, c'est pas dans les cartes pour le moment. Vous avez en B un médicament qui aide certains symptômes et tant que vous prenez le médicament, vous êtes mieux que l'histoire naturelle en rouge. Ça, on les a, ces médicaments-là. Je vais en parler brièvement. Et enfin, en D, la lettre D illustre si vous aviez un médicament qui modifie la pathologie, une des causes de la maladie d'Alzheimer, vous auriez peut-être un arrêt de progression. Alors, on va voir si on a atteint cet objectif. Alors, rapidement, quelques mots sur les médicaments déjà disponibles. Alors, il y en a 2 classes, 2 groupes. Le premier, ce sont des médicaments qui agissent sur des enzymes et vous augmentez le niveau d'acétylcholine dans le cerveau.
transmetteurs chimiques importants, donepezil, rivastigmine, galantamine. Bon, ils peuvent être utilisés dans tous les types de démence, sauf la démence frontotemporale. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un test spécifique pour voir si vous avez une maladie d'Alzheimer pour utiliser ces médicaments. Ils sont disponibles oralement, en pilule ou en timbre cutané, en patch. Je vais vous illustrer comment on a testé ces médicaments-là et le Centre McGill a fait partie de cette recherche. Ça remonte loin, on est rendu dans les années 99. Alors, c'était des gens qui avaient une démence légère à modérée, qui vivaient à la maison, qui était probablement causée par une maladie d'Alzheimer. Et ils acceptaient d'avoir au hasard pendant 6 mois le vrai médicament à faible dose, le vrai médicament à haute dose ou un placebo. Après 6 mois, dans la partie bleue de l'étude, le rectangle bleu, tout le monde était sur placebo. Alors, ce qui a été mesuré ici, c'est les fonctions cognitives. On utilise ici un test plus gros, plus long que le MMSE, c'est l'ADAS-COG. Mais même s'il dure 25 minutes, il est utile pour mesurer beaucoup de choses allant de la mémoire à la capacité de visualiser des choses, etc. Vous voyez en orange et en jaune l'amélioration par rapport au point de départ qui est soutenu pendant 6 mois. Et dans la partie bleue, les gens ne prennent plus le médicament, ils ne le savent pas, ils reçoivent maintenant un placebo et ils ont perdu l'amélioration. Donc, c'est un effet symptomatique. C'est par rapport aux gens qui étaient sur le placebo tout le temps pendant 6 mois. L'autre catégorie de médicaments s'appelle la mémantine. Il bloque un transmetteur chimique parce qu'il y en a trop à un certain stade de la maladie, au stade modéré à sévère de démence. Alors, ils aident d'autres types de symptômes. Habituellement, c'est l'agitation légère, parfois les difficultés pour trouver des mots, l'aphasie progressive. C'est un médicament qu'on peut prendre seul ou en combinaison. C'est une pilule. Alors, 2 études ont été faites. Celles-ci ont été faites aux États-Unis pour montrer l'efficacité. Alors, vous avez ici des volontaires pendant 6 mois au stade modéré à sévère de leur maladie qui sont encore à la maison et ils prennent pendant 6 mois la mémantine ou un placebo. Vous avez en noir la performance, un test de mémoire qui est spécial pour les stades de démence modérée à sévère, le Severe Impairment Battery. C'est une échelle de mesure sur 100 points, donc vous n'avez jamais 0. Parce que juste serrer la main de quelqu'un, vous avez déjà un point. C'est une échelle développée par Dr. Michel Panisset, qui était membre du Centre McGill pendant plusieurs années et qui est maintenant au CHUM. Alors, vous voyez en noir l'amélioration légère et l'amélioration par rapport à ceux qui étaient sur placebo. Et l'autre étude qui avait été faite aussi aux États-Unis, stade modéré, plus modéré que sévère, c'est des gens qui prenaient déjà donepezil, qui augmente l'acétylcholine dans le cerveau, et les gens recevaient soit mémantine, soit un placebo pendant 6 mois. Alors, vous voyez à gauche l'amélioration pour le test de mémoire adapté pour le stade avancé de la maladie. Et vous avez à droite une échelle de mesure sur la capacité de se débrouiller. Par exemple, choisir son linge, le mettre, utiliser la salle de bain, etc. Donc, il y a un retard par rapport aux pertes d'autonomie si vous prenez la mémantine, même au stade modéré à sévère. Le traitement actuel, donc, inclut, au stade léger de démence ou troubles neurocognitifs légers, non, troubles neurocognitifs majeurs au stade léger. Vous voyez, c'est compliqué quand on le dit comme ça. C'est plus simple de dire démence légère. Antidépresseurs, si c'est nécessaire. Ensuite, les médicaments comme donepezil, galantamine, rivastigmine. Au stade modéré, on peut ajouter la mémantine ou changer pour mémantine. Au stade modéré à sévère, s'il y a des troubles de comportement sévères comme de l'agitation avec violence physique, malheureusement, il faut parfois utiliser des neuroleptiques, par exemple la risperidone. Et au stade sévère, où on a de la misère à avaler, on enlève progressivement tous les médicaments. Ensuite, l'autre classe de médicaments, la dernière dont je vous parle aujourd'hui, c'est celle qui devait nous donner une ligne droite en D, modifie la progression de la maladie. Alors, cette nouvelle approche est basée sur le fait que, bien avant la démence, il y a une phase qu'on appelle maintenant trouble cognitif léger, mild cognitive impairment, pendant laquelle la maladie évolue. Et on peut mesurer de différentes façons la maladie. Par exemple, utiliser des TEP, des scans du cerveau, mesurant l'amyloïde, la protéine tau, l'utilisation du glucose,
On peut aussi mesurer le volume du cerveau avec la résonance magnétique. Et même avant d'avoir les symptômes, quand il n'y a pas de symptômes, vous pourriez, si vous le vouliez, mesurer s'il commence à y avoir des changements dans le cerveau de type amyloïde qui se déposent. Alors, une autre façon de vous visualiser ça, c'est ici. Vous avez ce qu'on appelle la cascade pathologique, la séquence de la maladie d'Alzheimer. Vous avez à gauche déposition d'amyloïde. Alors, l'amyloïde, c'est une protéine qu'on a tous dans le cerveau. Probablement qu'elle servait à combattre certains types d'infections il y a longtemps. On n'est pas trop sûr de ce qu'elle fait maintenant. Mais les morceaux d'amyloïde qui sont coupés, il y en a un morceau en excès qui s'accumule avec l'âge, qui s'appelle bêta-42, parce qu'il y a 42 acides aminés. Alors, par définition, pour dire que quelqu'un a une maladie d'Alzheimer, il faut qu'il y ait trop d'amyloïdes dans son cerveau, mais il faut aussi autre chose. Et l'autre chose, c'est ce qui est marqué dans le milieu, p-tau, phospho-tau. Tau, c'est une protéine à l'intérieur des cellules nerveuses qui se change de structure. Ça devient comme un écheveau. C'est pour ça que quand c'est coloré en noir, vous voyez l'image, les cellules deviennent comme toutes noires. Alors, vous comprenez bien qu'elles ne fonctionnent pas normalement. Et les changements de cette protéine tau sont plus proches du moment où les symptômes apparaissent. Il y a probablement un troisième facteur qui joue, parce que tout le monde en haut de 90 ans a de l'amyloïde et des changements de type tau dans le cerveau, tout le monde. Mais c'est seulement la moitié des gens qui ont des symptômes. Donc, il y a un troisième élément qui joue. C'est habituellement des petits AVC, des petits accidents vasculaires cérébraux. Ça, on le sait depuis longtemps. C'est pour ça que la prévention des AVC est si importante pour prévenir la démence à un âge avancé. L'autre facteur qui est plus nouveau, c'est l'activation microgliale ou la neuroinflammation au sens large. Et ça, on s'en doutait depuis une trentaine d'années parce que les gens qui prennent des médicaments pour l'arthrite de façon chronique ont un risque diminué d'avoir l'Alzheimer. C'est parce que les médicaments pour l'arthrite vont diminuer la neuroinflammation. Le problème, c'est quand on teste des médicaments pour l'arthrite chez des gens qui pourraient avoir l'Alzheimer, ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Alors, vous voyez que l'amyloïde se dépose dans le cerveau au moins 20 ans avant d'avoir des symptômes, les changements de type tau au moins 3 ans avant d'avoir des symptômes. Et c'est pour ça qu'on essaie de contrôler ces deux protéines le plus tôt possible dans la maladie. Pour l'amyloïde, il y a eu beaucoup d'essais cliniques depuis une dizaine d'années. Ça n'a pas été facile. Celui qui a fonctionné le mieux, la classe de médicaments qui fonctionne le mieux, c'est l'immunothérapie. Alors, ce sont des médicaments donnés par voie intraveineuse ou subcutanée qui vont dans le cerveau et qui vont s'attacher à des morceaux de cette protéine, bêta-42, soit lorsqu'ils flottent dans le cerveau, soit lorsqu'ils sont pris en boule, en plaque. Les différents types d'anticorps vont cibler différentes parties de cette séquence de formation des dépôts d'amyloïdes. Alors, il y a 2 médicaments actuellement d'intérêt. Ils ont été approuvés aux États-Unis. Ils sont maintenant sous étude par Santé Canada. Le lecanemab, qui est donné par voie intraveineuse aux 2 semaines. L'étude pivotale principale a duré 18 mois. Le donanemab est donné par injection 1 fois par mois. L'étude aussi a duré 18 mois. C'est possible qu'il soit suffisant d'avoir 12 mois de traitement pour enlever le surplus d'amyloïdes dans le cerveau. Ça reste à confirmer. Mais les essais cliniques ont duré 18 mois. Ce qu'on a observé, c'est un ralentissement de la progression de la maladie de l'ordre de 35%. Je vais vous montrer les courbes dans un instant. C'est pas une ligne droite parce que on se trouve à traiter une protéine seulement. Il y en a d'autres, comme la protéine tau et l'inflammation qu'on n'a pas touché à date dans les traitements. Mais comme je vais l'illustrer, on a modifié l'évolution de la maladie. Et si on commence tôt dans l'évolution, dans le stade trouble cognitif léger ou démence légère, on retarde la progression vers les stades plus tard. Alors, des courbes pour bien visualiser ça. La première, la plus intéressante, c'est dans le milieu à gauche. Vous avez une ligne bleue qui est droite, c'est la quantité d'amyloïdes dans le cerveau des gens qui ont l'Alzheimer au début, mais qui reçoivent un placebo pendant 1 an et demi. Donc, l'amyloïde reste pareil. Et vous avez en jaune en bas les gens qui reçoivent l'anticorps. Celui-là, c'est le lecanemab.
La même chose a été vue avec le donanemab. On enlève l'amyloïde complètement. C'est vraiment indéniable qu'on fait un lavage. Et c'est possible qu'un an soit suffisant pour la majorité des gens. Remarquez que c'est des injections faites à tous les mois. C'est 1 heure d'injection. Ça prend une surveillance d'une infirmière et puis une surveillance à faire aussi pour les effets secondaires dont je vais parler dans un instant. Vous avez en haut la courbe de déclin sur 1 an et demi pour une mesure qui est relativement simple. Le clinicien ou la clinicienne pose des questions à la famille et ensuite à la personne qui est sous le traitement. On fait le total de 6 questions, pour ainsi dire, et on fait le total et vous avez une idée de comment la personne évolue. Alors, vous voyez qu'on n'a pas une ligne droite horizontale, mais qu'on a une différence qui augmente avec le temps. Et c'est cette différence-là dont je vais parler maintenant. Cette différence de progression à 1 an et demi, elle est statistiquement significative. Elle équivaut à 4 à 7 mois de différence dans la progression vers le prochain stade de maladie. Et c'est possible qu'au-delà de 18 mois, comme on a enlevé l'amyloïde complètement, la différence continue de s'accentuer. Alors, il y a des études encore à finir pour savoir combien de temps ce traitement est efficace. C'est possible qu'au moment où les symptômes recommencent ou s'accentuent, on a l'option de recommencer ce traitement anti-amyloïde ou de passer à un deuxième traitement pour la protéine tau, par exemple, ou pour l'inflammation. Alors, c'est un peu comme la chémothérapie. On a un premier traitement, on est en rémission après 1 an, et puis si les symptômes réapparaissent, on aura un traitement 2, une phase 2 de traitement. Maintenant, on a parlé du bon côté, 35% de ralentissement de progression, qui équivaut à 4 à 7 mois de progression de la maladie, mais il y a 24% de risque que le cerveau enfle, qu'il y ait de l'édème, ou même qu'il y ait des petites hémorragies qu'on voit seulement au scan, ou qui peuvent même être assez grosses pour causer l'équivalent d'un accident vasculaire cérébral. Donc, ce genre de traitement demande des scans à résonance magnétique à certains intervalles pendant l'année ou l'année et demie de thérapie. Donc, les Américains, comme les médicaments sont déjà approuvés, commencent à réfléchir comment on peut les utiliser de façon optimale. Alors, sur la base des données disponibles, le Dr. Cummings et des collègues ont proposé d'utiliser le médicament pour des gens 65 ans et plus. Pratiquement parlant, ça va être 75 ans, probablement. Il faut noter que plus on vieillit, plus il y a d'athérosclérose cérébrale, donc peut-être que plus il y a de risques de complications de type hémorragique. Il faut aussi avoir un test objectif. Il faut être certain qu'il y a de l'amyloïde dans le cerveau des gens qu'on veut soigner, parce que il y a 15% des gens qu'on voit dans nos cliniques spécialisées. On dit c'est de l'Alzheimer, je suis certain. Puis on fait un scan, puis il n'y en a pas d'amyloïde. C'est 15% des gens. Donc, il faut être certain qu'ils ont besoin de ce traitement. Les Américains aussi recommandent que si vous prenez un médicament pour éclaircir le sang, un anticoagulant pour quelque raison que ce soit, vous ne devriez pas recevoir ce traitement. Il y a trop de risques d'hémorragie. Si vous avez déjà eu des convulsions, c'est mieux d'éviter. Et si vous avez déjà un pacemaker ou un empêchement pour une IRM, c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir ce traitement. On n'est pas certain quoi faire avec les gens qui ont le génotype 4-4. C'est à peu près 10% des gens qui ont l'Alzheimer, qui ont 2 copies de ce gène, qui seraient plus à risque aussi de complications. Donc, vous voyez qu'il y a un raffinement à faire pour l'utilisation de ces médicaments quand ils sont approuvés au Canada dans à peu près 1 an. Et on est déjà en mode de réflexion au Centre McGill avec des collègues à travers le pays. Mais vous voyez que le traitement change maintenant. On parle d'une option thérapeutique qui est nouvelle au début de la maladie d'Alzheimer, seulement pour l'Alzheimer, pas pour les autres types de démence. La thérapie anti-amyloïde serait disponible au stade de troubles cognitifs légers, MCI, donc ça devient un diagnostic médical important à faire dans nos cliniques. Et la notion que je veux vous illustrer ici, c'est qu'on retarde de 4 à 7 mois minimum la progression vers le prochain stade de maladie. Donc, la prise en charge va être modifiée pour les troubles légers parce qu'il y a des nouveaux médicaments pour ce stade de maladie. Par contre, il va falloir faire des tests biologiques pour s'assurer que vous avez bien de l'Alzheimer, donc de l'amyloïde dans le cerveau. Et une des bonnes nouvelles, c'est que le Centre McGill, avec sa cohorte qui s'appelle BioV, ou Troupinade, a contribué à trouver des nouveaux tests sanguins pour aider au diagnostic. Donc, un test sanguin serait fait en premier, peut-être dans des cliniques à travers la province, à travers le pays. Et si c'est positif, si vous avez certaines de ces protéines dans le sang qui viennent du cerveau en excès,
là, vous pourriez être référé à une clinique spécialisée où vous auriez votre ponction lombaire ou un test amyloïde. Les tests sanguins, quelques mots là-dessus, parce que c'est une des fiertés de notre centre et des participants à la recherche. Vous avez à gauche la boîte rouge, c'est les niveaux dans le sang de personnes qui ont l'Alzheimer certains sur la base des TEP, des scans cérébraux et ponction lombaire. Vous voyez le carré bleu. Alors, c'est le niveau élevé d'un morceau de protéine tau, p-tau, phospho-tau, qui a un chiffre. Je pense que c'est le 217, celui-là. Il y en a plusieurs avec des numéros. On n'est pas certain lequel est le plus sensible en début de maladie, quand les symptômes apparaissent un peu plus tard. Ça s'améliore avec le traitement anti-amyloïde. Il y a moins de ces protéines dans le sang. Donc, c'est une nouvelle façon de dépister la maladie et de faire un suivi du traitement. Ça commence à ressembler à ce qu'on fait dans le cancer, où on peut faire un dépistage, cancer de la prostate, cancer du côlon, avec un test sanguin. Et on peut mesurer, comme dans d'autres maladies, quand on fait un traitement, l'équivalent pour moi, ça serait comme la charge virale dans le HIV. On commence à avoir des tests sanguins pour le diagnostic et puis pour le suivi clinique. Alors, conclusion, c'est une révolution dans notre champ thérapeutique. Les troubles neurocognitifs mineurs et majeurs devraient être diagnostiqués maintenant de façon plus tôt et de façon plus précise. Et les tests biologiques vont nous le permettre. Les gens qui auront le diagnostic vont pouvoir mieux planifier ce qu'ils veulent faire dans les 12 à 15 ans qui leur restent. Il y a des médicaments symptomatiques déjà disponibles au stade de démence et non, ce n'est pas spécifique à l'Alzheimer. C'est utilisé pour les différents types de démence, sauf la démence frontotemporale. Et les nouveaux traitements dont j'ai parlé, spécifiques pour la maladie d'Alzheimer au stade léger, sont bientôt disponibles et on travaille dans des essais cliniques en cours au Centre McGill et ailleurs sur les prochaines générations de médicaments qui vont suivre. Alors, bonne journée mondiale de l'Alzheimer. Merci, Dr. Gauthier, pour cette présentation détaillée et très utile. Maintenant, j'invite Dr. Pedro Rosanato pour présenter notre prochaine conférencière. Merci. Le Dr. Gauthier est incroyable, très clair, très didactique. Hein? Donc, j'ai le plaisir et le privilège de vous présenter notre troisième conférencière d'aujourd'hui, Madame Nicole Poirier. Madame Nicole Poirier est la fondatrice et directrice de Carpe Diem, le centre de ressources Alzheimer à la Trois-Rivières. Elle a fait des études en psychologie et détient une maîtrise en management de l'École nationale d'administration publique. Elle est formatrice et conférenciiste au Québec et en Europe depuis plus de 30 ans. Elle est également le co-auteur du livre Alzheimer de Carpe Diem à la neuropsychologie. Le titre de conférence de Madame Poirier est l'Alzheimer, vivre et vieillir chez soi, ensemble. S'il vous plaît, Madame Poirier. Bonjour tout le monde. Je vais d'abord faire une petite introduction pour vous partager l'émotion que j'ai aujourd'hui parce que je vois Dolly Dastor, qui est la première personne qui m'a sensibilisée à la neuropsychologie. Croyez-le ou non, mais elle était au doctorat quand je l'ai connue. Et c'est elle qui m'a vraiment donné envie de poursuivre des études dans le domaine. Merci beaucoup, Dolly, de m'avoir invitée. Ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir votre invitation. Ça me fait plaisir aussi parce que Dr. Gauthier est un de ceux qui m'a accompagnée au début de mes démarches auprès du gouvernement pour essayer de développer une maison pour les gens qui vivent avec une maladie comme l'Alzheimer dans les années 80. Donc, je me sens en pays de connaissance encore plus. Je suis québécoise, mais quand même, merci pour l'invitation et salutations à vous tous. Merci beaucoup à toute l'équipe aussi du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université McGill. C'est un privilège aussi pour moi de pouvoir vous partager la petite expérience de Carpe Diem, puis aussi parallèlement à tout ça, mon cheminement personnel, ma réflexion
Et en terminant, je vais vous présenter aussi nos projets, comment en 2023 on entrevoit l'avenir et qu'est-ce qui nous motive dans l'accompagnement des personnes qui vivent avec la maladie et leur famille. Donc, si je peux partager mon écran, si vous me donnez l'autorisation, oui. Donc, je fais ça. Vous me direz si tout va bien. Est-ce que vous voyez bien la diapo? Oui. OK, donc moi, j'ai un peu perdu les gens, mais c'est pas grave. Vous voyez, cette maison, c'est la maison Carpe Diem. C'est la maison dans laquelle on a démarré notre projet en 1995. Et le but de cette maison, c'était d'accueillir les personnes dans une vraie maison dans laquelle ils pourraient vivre le plus possible comme chez eux et ne pas se sentir comme dans une institution ou dans un endroit où l'environnement reflète la maladie. Et quand on a ouvert en 95, ça faisait déjà 10 ans qu'on travaillait sur ce projet-là. Et je vous montre un peu un petit tableau ici. En 1995, ma première expérience, je l'ai vécue dans notre maison familiale que j'avais transformée en résidence pour accueillir des personnes âgées. Et à l'époque, je ne connaissais pas la maladie d'Alzheimer. Et tout de suite, lorsque cette résidence-là a accueilli les premières personnes, j'ai rencontré des personnes qui vivaient avec la maladie et je me suis vite rendu compte que j'avais pas la formation et l'organisation pour m'occuper correctement de ces personnes. J'avais de la bonne volonté, j'avais bon cœur, mais je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'erreurs. Et lorsque ces personnes quittaient pour aller en milieu plus institutionnel, je me rendais compte aussi que c'était pas toujours mieux les conditions de vie dans lesquelles elles étaient. Donc, c'est en 1985 que je me suis impliquée dans la Société Alzheimer de la Mauricie, et puis c'est comme ça que j'ai connu Dolly Dastoor à la Fédération des sociétés Alzheimer. Et là, on a milité pour essayer de convaincre le gouvernement de créer un autre lieu. Je voulais faire autre chose que cette maison, un lieu où il y aurait de l'accompagnement à domicile pour connaître la personne dès les débuts de la maladie et l'aider à vivre chez elle tout en ayant de l'accompagnement progressif, adapté à ses besoins, à sa maladie et aussi aux besoins de l'environnement, de l'entourage, de la famille. Et c'est à cette époque-là que Dr Gauthier m'avait accompagné pour rencontrer Thérèse Lavoie-Roux, qui était ministre de la Santé à l'époque. Donc, tout à l'heure, Mme Barillo, je crois, disait l'importance des politiciens qui changent et tout. Alors, Madame Lavoie-Roux, elle m'avait dit à l'époque, moi, autoriser un projet où on va accueillir que des personnes qui ont des troubles cognitifs, qui vivent de la confusion, c'était ses termes, ça m'inquiète un peu comme ministre. Alors, j'aimerais que vous me présentiez une recherche, un devis de recherche, et qu'on essaie de mieux définir les besoins des personnes, les besoins de leur famille, puis les besoins du réseau aussi de la santé. Donc, pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé sur ce projet-là. Elle avait contribué pour 1,2 million de dollars sur cette recherche. Et au terme de cette recherche, mon idée avait changé. Puis là, c'est là que j'avais davantage l'idée de faire un lieu plus familial, une vraie maison, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc, on a mis 10 ans avant d'ouvrir Carpe Diem en 1995, sans soutien, sans financement, parce qu'on nous disait c'est un peu fou, les gens vont tomber dans les escaliers, ils vont se brûler dans la cuisine, les intervenants ne voudront pas manger avec les personnes, parce que j'avais quand même appris que quand on mange ensemble, ça donne de l'information à la personne, puis elle réapprend à manger en ayant toute cette communication non verbale et en étant au quotidien avec elle. Alors, on a démarré la maison et on a continué de développer notre approche qui se développe, je dirais, en 3 grands thèmes, si je veux faire simple et résumé. Premièrement, toujours axé sur la formation du personnel. On peut être maltraitant par manque de formation.
on fait des erreurs parce qu'on ne connaît pas la réalité de la personne et on agit du mieux qu'on peut, mais on peut être maltraitant. Donc, toujours avoir du personnel bien formé au meilleur des connaissances. Ensuite, le deuxième point, c'est prévenir l'épuisement. On peut devenir inadéquat ou même maltraitant parce qu'on est épuisé. On n'a plus l'énergie pour réagir correctement et puis on devient un petit peu plus contrôlant, on devient plus rigide et puis moi, dans ma maîtrise en administration publique, je me suis beaucoup intéressée à l'épuisement du personnel qui peut, malgré toutes les bonnes intentions, devenir maltraitant par manque d'énergie. Donc, je vous présente le troisième point, c'est l'organisation. Une organisation peut être maltraitante. La maltraitance de l'organisation, ça peut être, par exemple, de tout cloisonner les rôles, qui fait que la personne, elle ne se reconnaît plus. Les enveloppes budgétaires sont bien déterminées, mais quand ça atterrit auprès de la personne, elle peut être désorganisée par exemple, du personnel qui n'est pas stable. Prenons à domicile, les gens, à un moment donné, n'arrivent plus à s'adapter à toutes ces personnes qui viennent aider au service à domicile, puis finissent par dire « j'en veux plus de service » parce que leur mémoire, leurs difficultés ne leur permettent pas de récupérer l'information d'une personne à l'autre et l'organisation peut être maltraitante. Moi, une des choses que je m'étais dite, c'était que la nuit, par exemple, la nuit, il faudrait qu'on soit adapté, puis qu'on soit capable d'avoir une organisation où si une personne se lève la nuit, qu'elle est désorientée, comme Dr Gauthier disait tout à l'heure, elle se dit où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis ici, bien que le but de l'équipe, ça ne soit pas uniquement de dire allez vous coucher, mais plutôt de comprendre son besoin derrière. Donc ça, c'est une base de notre approche aussi, de ne pas juger le comportement, mais de comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis moi, à l'époque, j'ai fait ces erreurs-là quand j'avais ma première maison, puis j'étais portée à vouloir que les personnes se couchent, mais souvent, il y avait des besoins qui n'arrivaient plus à exprimer, comme aller aux toilettes, aussi simple que ça, aller aux toilettes, manger, être rassuré aussi, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je me suis dit, dans cette organisation-là, on sera organisé pour que la nuit, la personne soit accompagnée, rassurée et qu'on réponde à ses besoins. Et quand on passe une bonne nuit, bien, on passe une bonne journée habituellement. Alors, l'organisation qu'on a développée débute à domicile. C'est exactement les mêmes étapes que Dr Gauthier a mentionnées tout à l'heure, mais nous, je vous les explique au niveau de notre organisation, c'est de dire que l'étape 1, au début, c'est d'apprendre tout de suite très tôt à connaître la personne, sa famille, créer des liens avec elle et tranquillement adapter des services. Donc, nous, le but, c'est que la même équipe se rende à domicile pour donner du soutien de façon continue selon les besoins. Et c'est ensuite la même équipe qui accompagne la personne en accueil de jour dans la maison et ensuite, bien, pour de l'hébergement plus permanent et diversifié. Donc, j'ai envie de vous montrer une vidéo qui va résumer tout ça, où on en est en 2023. Puis ensuite, je vous parle des projets des années qui viennent, comment on voit la réalité. On n'est pas à Québec, on est à Trois-Rivières. On se revoit plus tard. Mais, OK, bye. Il y a plusieurs principes à l'approche Carpe Diem. On tient compte, évidemment, des difficultés des personnes, mais on oriente surtout notre regard sur leur capacité, sur ce qu'elles sont encore capables de faire. Il y a différentes formes de maladies d'Alzheimer ou apparentées à la maladie d'Alzheimer. On me dit souvent, vous faites quoi pour éviter que les gens fuguent? Ça, les fugues, là. Moi, je dis, la première chose, il faut que les gens puissent sortir, tous les jours. Si tu sors à tous les jours, là, tu vas avoir moins envie de t'enfuir, premièrement. Deuxièmement, il faut que tu aies envie de rester. Donc, pourquoi je reste? Je reste parce que ça sent bon. Je reste parce que je mange bien. Je reste parce que je suis utile. Je reste parce que le monde me parle, me regarde, m'accompagne, parce qu'il n'y a pas de blues, puis que je suis pas le malade pris en charge par des intervenants. Je reste parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et les autres. Quand on regarde la vie ici, là, c'est pas évident de savoir qui est malade puis qui ne l'est pas. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a en haut. Des salles de bain,
Des armoires. J'ai rien à voir, ça. Mais c'est beau. Oui, Oui, c'est beau. je trouve ça beau. Ben, moi, je trouve ça beau. Ça dépend des... Oui, il y a des quand est-ce qu'il voit à l'autre dessus. Voulez-vous monter tout de suite? Oui. C'est sûr que quand on voit des escaliers, ça peut faire peur. Je pense pas que j'ai monté ici. Mais quand on connaît la maladie et qu'on connaît les atteintes de la personne, on sait certaines choses qui doivent être évitées. En 23 ans, il y a eu 2 chutes dans les escaliers. Il y a eu plus de chutes sur le plancher. Ensuite, la cuisine, on nous disait, mais là, les gens vont se brûler, vont se couper, les repas vont être ratés. Quand il y a eu des repas ratés, c'était pas à cause des personnes qui habitent ici. Même tu Là, il faut que ça brûle. Il faut de l'organisation, puis beaucoup d'observation parce que on entend la porte, faut observer dehors, on évalue chaque personne. Il y en a qui peuvent aller marcher loin, il y en a d'autres qui se sentent moins aussi à l'aise d'aller marcher, fait qu'on va marcher avec eux. Si on arrête de faire certains gestes, on les perd. Il faut que, malgré la maladie, on soit capable de créer ce lien de confiance qui va faire en sorte qu'elle va, avoir envie de faire les choses avec nous et elle va nous faire confiance pour faire des choses qu'elle aurait peut-être pas fait. Une espèce de gros canot. Vous avez pas eu peur? Ben non, moi, je suis habitué d'aller sur l'eau à Champlain. Notre objectif, c'est pas de prendre des risques, c'est de accompagner une personne selon ses désirs, ses besoins, et même si ça comporte des risques. Je pense à un homme qui a une maladie qui touche ses fonctions intellectuelles fortement, mais qui a quand même la capacité de marcher et de se protéger devant les risques. Je pense qu'il doit faire plusieurs kilomètres par jour. Il faut que son droit de marcher soit respecté et que nous, on s'organise. Au moment où on monte les tables, où on prépare le repas, c'est important qu'il vienne en haut pour qu'il puisse s'occuper en haut parce que sinon, il risque de manger ou de toucher aux tables qui sont déjà montées. Ça lui permet de continuer de marcher normalement, mais de ne pas se faire dire non à chaque fois. En ce moment, il y a 14 personnes qui habitent ici. Parmi celles-ci, il y a aussi des personnes qui font des allers-retours à domicile. L'accueil de jour progressif est parallèle à l'accompagnement à domicile. Si j'ai été accompagnée progressivement, je vais comprendre que je suis là, puis pour quelle raison je suis là. On n'est pas au Canada, là, on est au Québec. Il y a une grosse différence. Carpe diem signifie « mets à profit le jour présent ». Alors, à chaque matin, on regarde comment on construit la journée en fonction de la saison et du moment. C'est comme une vraie maison et la porte est toujours déverrouillée. On voit du style. Bon, je pense qu'il y a eu un petit raté au niveau du visionnement. Si jamais vous souhaitez la revoir, elle est sur YouTube et ça a été réalisé par 2 jeunes Français qui ont fait le tour du monde et qui sont arrêtés au Québec et qui ont passé une journée. C'est une vidéo tournée en une seule journée. Et vous faites Old DC et vous allez trouver facilement sur YouTube. Ce qu'on voulait illustrer là-dedans, c'est un peu comment le personnel vit avec les personnes au quotidien, mange ensemble et avec un principe important qui est celui de la liberté. C'est-à-dire que les personnes, quand elles deviennent anxieuses, quand elles ne savent pas où ils sont, parfois il y a du bruit qui les agresse, elles puissent pousser la porte et aller à l'extérieur et trouver leur solution. Parfois, leur solution, c'est aussi de dire, moi, je sors de la cuisine, il y a trop de monde, je m'en vais au salon où il y a moins de monde, je peux me calmer comme ça. Et l'environnement, l'architecture de cette maison qui était au départ pas prévue, on pensait qu'elle n'était pas adaptée, mais elle nous a donné beaucoup de pistes pour construire la nouvelle maison. Alors, pendant une quinzaine d'années, presque 20, on a milité pour construire une autre maison Carpe Diem avec toutes les connaissances qu'on a développées depuis 1985. Et on a finalement eu l'autorisation gouvernementale plusieurs années plus tard, de construire. Alors, on a une subvention du gouvernement du Québec pour construire la nouvelle maison Carpe Diem qui va accueillir 24 personnes. Donc, on va augmenter OK, là, on va augmenter à 24 personnes. Je vous repartage mon écran. Là, est-ce que c'est bon? Parce que je ne vois pas. C'est bon. Alors, on a lancé récemment le projet Vivre et vieillir chez soi. Alors, ce projet-là, il a pour but de concrétiser notre approche au niveau architectural. On voit ici, c'est l'ancienne maison, c'est la maison actuelle.
et les gens vont déménager dans cette maison-là et on va monter à 24 places. Le but, c'est que la maison reste une vraie maison avec un environnement maison, que les gens sentent vraiment qu'ils sont chez eux et que les symboles institutionnels ne soient pas présents. On voit les enfants ici parce qu'il y a une école juste à côté. Là, rapidement, je vous montre le projet que j'avais présenté à Mme Lavoie-Roux en 1987. Ici, c'était le rez-de-chaussée avec les bureaux administratifs et le centre de jour. Puis ici, c'était l'exemple d'un étage où toutes les chambres étaient alignées et au cœur, ici, il y avait une unité. C'est comme une unité où les gens sortaient de leur chambre puis pouvaient manger ici ou à faire des activités là, mais ils restaient quand même toujours dans le même environnement. Ce projet-là a été refusé et avec les années, on a compris que ce n'était pas la solution idéale parce que partager le même environnement 24 heures par jour, ça peut être une cause de l'agressivité, une cause de troubles de comportement. Et souvent, on attribue ces comportements-là à la maladie alors qu'ils sont causés par l'environnement architectural ou par notre propre environnement, notre propre attitude au niveau du personnel. Je prends juste l'exemple des gens qui veulent partir en fin de journée. On dit qu'ils veulent s'en aller, ils veulent fuguer. Et juste cet exemple-là, ça nous montre que souvent, c'est l'environnement qui provoque ça. Quand on part à la fin d'une journée, on salue tout le monde, on s'en retourne chez soi. La personne qui reste là puis qui voit le personnel quitter a juste une envie, c'est de faire pareil puis de s'en aller aussi chez eux. Par notre attitude puis par l'environnement physique, on crée ce désir de partir qu'on nomme ensuite fugue. Mais si on avait un environnement qui fait que nos départs, nos allées et venues peuvent être discrètes, sans que la personne sente qu'elle est toujours laissée derrière, ça ferait une différence. Donc, c'est un exemple où on s'est dit, dans notre architecture, il faut qu'on pense à ça. Et je vous montre là la différence avec aujourd'hui. Bon, ça, c'est le plan de 2022, mais la maison est en construction en ce moment. C'est l'image que vous avez vue tout à l'heure. L'idée, c'est de regrouper les gens par chambre, par groupe de chambres, et de ne pas avoir de longs couloirs. Et comme vous voyez ici, par exemple, en bleu, c'est les chambres. En rose, c'est les salons. On veut qu'il y ait différents salons pour que, ça c'est juste un étage, là, mais pour que les gens puissent, si quelqu'un veut écouter la télé et ça fait du bruit, puis que l'autre personne est agressée par la télé, il faut qu'on ait la chance de donner aux deux la réponse à son besoin. Ensuite, les salles à manger, c'est pareil. Pour pouvoir manger, il y a des gens qui ont besoin de calme, et qui ont besoin qu'il n'y ait pas de bruit, mais il y a des gens que le calme, ça les stresse. Ils disent, il ne se passe rien ici. Donc, on va avoir différentes salles à manger, comme on le fait en ce moment à Carpe Diem. Et les bureaux ne seront pas tous dans un centre administratif, mais les bureaux vont être répartis un peu partout dans la maison pour que les gens, quand ils sont dans l'environnement, peuvent aller s'asseoir dans le bureau, retrouver un intervenant et peut-être se calmer aussi ou avoir une petite discussion. Ils sont chez eux partout, même dans les bureaux de la maison. Donc, ça, c'est l'autre étage avec la même logique. Et puis, il faut qu'ils puissent sortir sans se sentir brimés. Donc, la liberté est importante, mais la sécurité aussi. On trouve des mécanismes dans l'équipe pour assurer la sécurité des gens. Donc, ça va donner un peu ça. C'est quand même une plus grosse maison, mais répartie en 3 volumes qui font que on va pouvoir maximiser le travail d'équipe tout en accueillant plus de personnes. Bon, ça, c'est un peu des images de l'intérieur où les gens pourront sortir dans le jardin et le faire librement. Et en 2020, l'église que vous avez ici a été mise en vente et nous, on avait une option dans laquelle on s'est prévalu de cette option et on a acheté l'église pour en faire un projet de quartier. Alors, on a réfléchi sur quelle pourrait être l'utilité de l'église dans le cadre de la vie à Carpe Diem pour que les gens de Carpe Diem puissent aussi profiter de cet environnement-là et les gens du quartier. Alors, je vous danse un scoop, là, mais demain, on fait une conférence de presse et on annonce ce projet-là qu'on a nommé Place Carpe Diem. C'est donc la maison est déjà en construction. Là, elle va être terminée l'année prochaine. Et la maison va accueillir, comme je vous le disais, l'accueil de jour aussi, va être reliée à l'actuelle maison où il y aura un centre de service pour les proches, pour les familles, un centre de formation, parce qu'on donne quand même beaucoup de formation. Et tout ça va être relié à l'église
qui va devenir un centre multifonctionnel dans lequel il y aura toutes sortes de services qui sont utiles quand on veut vivre chez soi, quand on est dans un quartier puis que j'ai besoin de la coiffeuse, mais j'ai pas d'auto, j'ai plus ma voiture, je peux aller à pied. Je peux aller à pied prendre un café. Je peux aller à pied jouer au pickleball parce qu'il y a un gymnase. Je peux aller voir un spectacle parce qu'il y a une place de spectacle. Donc, c'est que les gens puissent continuer à vivre intégrés, on a parlé d'inclusion tout à l'heure, intégrés à la communauté sans que ce soit un café Alzheimer, une coiffeuse Alzheimer ou un spectacle pour Alzheimer. On va être tous ensemble et on va participer aux mêmes activités. Puis la communauté de Trois-Rivières et des environs va pouvoir aussi y participer. Donc, c'est les quatre grands axes qu'on va présenter demain. La construction, l'actuelle maison, le modèle à domicile, parce qu'on a créé des petites équipes qui vont à domicile et qui sont très polyvalentes. Et tout ça, ben, intégré avec l'ancienne Église, la transformation de l'ancienne Église. Qu'est-ce qu'on vise? Moins d'administration, mais plus de relations. On veut de la constance, moins de cloisonnement entre les rôles et plus de polyvalence pour donner du sens au travail, pour que les gens aient envie de travailler comme ça. Moins de hiérarchie, plus d'autonomie pour le personnel qui voit des solutions, mais souvent qui ne sont pas sollicités. Et le travail d'équipe, évidemment, moins de contrôle, plus de confiance et pour le respect des droits fondamentaux, moins d'épuisement pour tous, pour plus de motivation au travail et que le personnel ait envie de rester, moins de protocoles et plus de réflexion pour plus de bientraitance. Donc, c'est le projet qu'on présente demain, Vivre, vieillir ensemble, vieillir chez soi ensemble. Et il a été présenté au gouvernement, il a été présenté à la ministre des Aînés, et on espère par ce projet-là, donner des idées qui pourront sûrement en inspirer d'autres. Mais on pense qu'on va réduire le nombre de demandes prématurées pour de l'hébergement, le nombre de recours à l'hôpital, parce qu'on va aider les gens à vivre chez eux et on va agir sur les facteurs de prévention, comme c'était mentionné plus tôt, l'activité physique, l'activité intellectuelle, sociale. Et si on pouvait retarder l'apparition des premiers signes ou le développement des symptômes de façon si on pouvait le faire en agissant sur tous ces aspects-là, on pense qu'on va aider un peu à notre façon à aider les gens à vivre et parce que c'est notre mission, aider à vivre, peu importe l'étape de la maladie et peu importe le lieu où elle vit. Donc ça ici, c'est un exemple d'exportation de l'approche qu'on a réussi à faire en France grâce aux maisons de Kroll, qui a été pensée par une personne elle-même diagnostiquée avec la maladie, Blandine Prévost, qui s'est imaginé une maison pour elle plus tard, si un jour elle ne peut plus vivre à la maison. Et son idée a été confirmée par un film qu'elle a vu sur Carpe Diem et on s'est mis à travailler ensemble avec l'association Amadiem et c'est tout près de Grenoble et ça accueille surtout des personnes jeunes qui ont un diagnostic d'Alzheimer précoce et l'architecture, l'organisation, la formation du personnel bien, est tout accompagnée par l'équipe de Carpe Diem. Mais voilà, je complète ainsi ma présentation. Merci encore de l'invitation et de me permettre de partager nos projets. C'est merveilleux, Nicole. Merveilleux. Merci, Dolly. C'est incroyable que whatever you achieved so far, it's wonderful, wonderful. I'm so grateful to see you here today. Thank you. Pedro. So I think now we have some questions. It's open for questions. So whoever would like to. Is there anything in the chat box, Kayla? If somebody wants to ask any question, please feel free. Moi, j'ai une question. Oui, Mélanie. Bonjour, Madame Poirier. Vous savez déjà que je suis une grande fan. Donc, je voulais juste vous demander, je ne sais pas si je vous ai entendu le dire, quand est-ce que c'est prévu pour la nouvelle construction? Je sais que vous avez dit que vous avez déjà commencé, mais quand est-ce qu'on pourra commencer à voir les 24 chambres et tout ça? À l'été prochain. Donc, on est rendu au 2e étage, ce
Ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'est que la subvention gouvernementale oblige même d'avoir la moitié des chambres, des places, qui seront pour des personnes à faible revenu. Donc, on veut vraiment que ce soit un projet accessible à toutes les personnes et à tous les portefeuilles. En nombre, ça ne sera pas à tout le monde, mais ça va permettre de réfléchir et de pousser la réflexion plus loin. Nicole, comment vous inscrivez dans votre projet? Les personnes, comment vous inscrivez? How do they get admitted? Ça débute avec les services débutent à domicile. Alors souvent, ça vient du CIUS, ça vient du CLSC, souvent ça vient des cliniques médicales qui nous réfèrent, puis souvent c'est directement les personnes qui nous connaissent et qui viennent directement. Alors il y a des ententes avec le CIUS pour le soutien à domicile. Donc c'est comme ça. Et lorsque les personnes basculent dans l'hébergement, c'est souvent des personnes qui ont des services 7 jours sur 7. Soit on va à domicile, soit ils viennent en accueil de jour ou en répit de quelques jours. Et c'est comme ça que les personnes sont admises. Okay. Juste une question, ça fait que ça demeure une RPA dans le fond, ou c'est subventionné? On est classé RPA parce qu'il faut nous classer quelque part, mais on est un organisme communautaire et les subventions que l'on reçoit pour le fonctionnement est pour un organisme communautaire. C'est dans le programme de soutien aux organismes communautaires. Donc, on a toute notre autonomie d'approche et de fonctionnement. On n'est pas en contrat avec le réseau public, puis on n'est pas une RPA privée à but lucratif. On est un organisme sans but lucratif. Alors, tout ce qui reste comme argent est remis dans l'organisation à la fin d'une année. Est-ce que les résidents payent quelque chose pour ça? En ce moment, les résidents payent 2 250 $ par mois. Le reste est subventionné par le gouvernement, par le programme de soutien aux organismes communautaires. Et dans le projet, ça va rester à ce prix, sauf pour les personnes qui sont à faible revenu. Ils vont payer moins. Ils vont peut-être payer 800 $ par mois et le gouvernement va compenser pour la différence. Si les conditions de la patient détériorent, est-ce que vous restez chez vous jusqu'à la fin? Certaines, oui, lorsque il y a une complication, il y a un cancer qui s'ajoute, mais lorsque les personnes sont alitées, par exemple, lorsque la dernière étape est longue, il arrive qu'ils partent en CHSLD. Mais il y en a qui décèdent aussi à Carpe Diem et on est soutenu par les soins palliatifs à domicile. On est considéré comme une ressource à domicile et les gens, le CIUS vient nous soutenir pour les derniers jours, les dernières semaines. Avec la nouvelle construction, ben, il y aura plus d'aménagement. Il y aura un ascenseur. Il y aura aussi un escalier parce qu'on veut garder un escalier dans la maison pour que les gens continuent, ne perdent pas cette capacité de monter et descendre. Quand on monte, on descend 10 fois par jour pour certaines personnes en ce moment. Ben, c'est bon pour le cardiovasculaire, c'est bon pour la musculation, c'est bon pour l'appétit, c'est bon pour s'orienter soi-même dans la maison. On n'est pas obligé de prendre un ascenseur pour savoir quel bouton appuyer. Donc, il y a des risques à avoir un escalier, mais il y a trop de positifs aussi à en avoir un. Donc, on va avoir les deux. Combien de personnel vous avez dans la maison? Le personnel, il est polyvalent. Hein? Donc, le matin, pour 15 personnes, en ce moment, c'est ça. Pour 15 personnes, il y a 3 intervenants qui sont auprès des personnes qui arrivent le matin de façon progressive. Mais il y a quelqu'un à la cuisine aussi. La personne que vous avez vue dans le film à la cuisine, ce n'est pas une cuisinière professionnelle. C'est d'abord une intervenante qui va accueillir les personnes quand elles se lèvent ou quand elles sont prêtes à déjeuner, à prendre le petit déjeuner, et on va cuisiner ensemble. Donc, ça augmente le ratio parce qu'on a ce décloisonnement. Les bureaux, bien, c'est sûr qu'en ce moment, la coordonnatrice, elle a son bureau juste à côté de la cuisine puis de la salle à manger, ce qui fait que s'il y a un besoin, elle entend, elle peut venir. On n'a pas un ratio si élevé que ça, mais c'est qu'on met tout en commun pour que la personne, elle ait une présence. Alors, on peut aller jusqu'à 5 personnes dans l'équipe, mais
pas pour 14. Parfois, on monte à 20 personnes dans la journée parce que les gens du domicile s'ajoutent aux 14. Donc, ça peut être 5 intervenants pour 20. Alors, le ratio, il bouge beaucoup. Alors, la nuit, il y a une seule personne et il y a des gens qui sont sur appel. C'est pas comme une unité où la nourriture se prépare à l'extérieur. Cette personne-là, à l'extérieur, on la paye pareil dans un établissement, mais elle est pas, on la perd en présence. Alors, nous, tout le monde vit cette vie-là ensemble et dans l'architecture de la prochaine maison, bien, ça va être encore mieux organisé pour que la nourriture, par exemple, le poulet, le poisson, la viande, c'est sûr que les gens ne touchent pas à cette nourriture-là, mais ils touchent à tout le reste. Qu'on fait bouillir, qu'on fait cuire. Et puis, en 30 ans, il n'y a personne qui s'est empoisonné et il n'y a personne qui s'est blessé dans la cuisine. Pas toujours été simple, mais il y a trop de gains pour les risques que ça entraîne. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Est-ce que Mme Barbarino est là? J'ai une question à demander à Mme Barbarino. Oh, elle est partie. Elle est partie, OK. Donc, je peut-être, je voulais rapidement summariser notre rencontre d'aujourd'hui. Premièrement, Paula Barbarino a réfléchi sur le plan d'action mondial sur la maladie d'Alzheimer. Après ça, Dr. Gauthier a parlé, réfléchi sur la nouvelle stratégie thérapeutique pour la maladie d'Alzheimer. Et finalement, Nicole Poirier a réfléchi sur le projet Carpe Diem. Et nous espérons utiliser cette connaissance pour transformer le paysage actuel et apporter l'espoir aux patients et la famille qui sont atteintes pour la maladie d'Alzheimer. En paraphrasant Mme Paula Barbarino, jamais trop tôt, jamais trop tard. Passez une bonne journée. We hope that everyone enjoyed this event, use this knowledge to transform the present landscape and bring hope to patients and families living with Alzheimer's disease. We wish that this knowledge will help us to transform the present landscape and to bring hope to everyone. And paraphrasing Madame Paula Barbarino, never is too early, never is too late. Have a great day, everyone. Bye. And all of you, if anybody wants to join our Brainy Boomer lecture series, please join us and send us your email address so we can mail you your information to you. We also have exercise classes once a week and yoga and once a week for regular exercises. So you can join us. Thank you very much for joining today.